Bonjour et bienvenue à l'atelier sciences pour le programme P1-P2. Je m'appelle Catherine Hubinon et je suis la référente sciences au sein du service de production pédagogique. Commençons tout d'abord par la structure de la discipline sciences. Donc voici les différentes parties qui composent cette discipline. Tout d'abord une introduction, ensuite des visées, donc visées liées aux sciences, ce ne sont pas les visées transversales, ce sont vraiment des visées liées aux sciences. Des démarches, alors des démarches qui contiennent des étapes, des attendus, donc qu'est-ce qu'on attend des élèves, et puis on vous propose aussi des pistes sous forme d'activités de mise en lien pour vous expliquer comment justement travailler ces attendus avec les élèves. La discipline contient 3 champs, donc 3 grandes parties. La première s'appelle les vivants, qui contient une introduction, un tableau de compétences et parallèlement à ce tableau de compétences, on aura aussi une activité de mise en lien, donc on appelle nous communément AML, et on vous propose aussi des pistes d'apprentissage. Le deuxième champ s'appelle la matière et le troisième l'énergie et se structure de la même façon que les vivants. Donc une introduction, un tableau de compétences, une activité de mise en lien pour vous expliquer comment travailler cette compétence et puis des pistes d'apprentissage. On a également une articulation page de gauche, page de droite. Donc ici au sein de nos programmes, nous avons fait le choix de proposer en page de gauche les attendus, donc qu'est-ce qu'on va travailler avec nos élèves en termes de savoir, savoir-faire et compétences. Et puis en vis-à-vis, en page de droite, on vous propose des recommandations méthodologiques et toutes des pistes pour développer ces apprentissages avec les élèves. On trouvera également dans la discipline un glossaire et une bibliographie. En introduction, vous trouverez ce qu'on appelle la vue d'ensemble du tronc commun. Donc vous pouvez voir ici différentes thématiques dans chaque champ et une progression de la maternelle à la 3e secondaire. Donc les thématiques ne sont pas travaillées chaque année, elles sont envisagées de façon spiralaire de la maternelle à la 3e secondaire. Donc pour une meilleure continuité, une meilleure répartition aussi des contenus d'apprentissage. Et donc ici, par exemple, donc dans le premier bandeau, les vivants, donc on a différentes thématiques. Et donc la thématique relation vivant-milieu, eh bien on voit qu'elle est travaillée en maternelle, en P1, et puis pas en P2, et puis de nouveau en P3, P4, pas en P5, pas en P6, et puis de nouveau en secondaire. Donc il y a ce côté spiralaire qui intervient pour toutes les thématiques. Alors pour connaître ce qui se cache derrière chaque thématique, eh bien là il faut aller consulter un tableau de continuité qui se trouve dans l'introduction de chaque champ. Donc là vous en saurez plus, donc qu'est-ce qui se cache derrière biodiversité par exemple, donc voilà, vous en saurez plus en allant voir l'introduction des champs. Voici à présent les contenus d'apprentissage qui sont travaillés spécifiquement en P1, P2. Donc on a bien les 3 champs. Le champ des vivants, le champ de la matière, le champ de l'énergie. On a donc 3 champs, contrairement au maternel où là on a 4 champs. Donc on a le 4e champ qui est l'environnement. Et ici l'environnement il est envisagé de façon intégrée aux différentes compétences du programme. Donc dans chaque champ, ici on voit qu'on trouve des rubriques à 2 chiffres et puis des rubriques spécifiques à 3 chiffres. Si je prends la colonne des vivants, j'ai donc une première rubrique 1.1 les vivants, tout simplement. Deuxième rubrique, les animaux et leur milieu de vie. Troisième rubrique, les étapes de la vie des animaux. Quatrième rubrique, l'alimentation des humains. Alors on reviendra en détail évidemment sur tout ce contenu-là par la suite. Pour la matière, on a une seule rubrique qui est la météorologie et en fait tous les apprentissages sont à chaque fois liés à la météo pour qu'ils fassent sens. Dans l'énergie, nous avons 2 rubriques, les mouvements et déformations des objets et puis les appareils électriques. Donc là, on verra en détail. Alors les visées dont je vous ai parlé en introduction, donc les visées des sciences, donc on n'est pas dans les visées transversales, c'est bien les visées des sciences, c'est vraiment une spécificité de cette discipline et donc les visées ne constituent pas un apprentissage à part entière, elles sont activées lors du développement de savoir et de savoir-faire qui sont issus des 3 champs. Comme on peut le voir dans le schéma qui est sur la gauche, on a donc bien 4 visées. La visée 1, pratiquer des sciences, la visée 2, apprendre les sciences, la visée 3, apprendre à propos des sciences, et enfin la visée 4, orienter ses choix et agir en s'appuyant sur les sciences. Alors ces 4 visées-là, on voit qu'au centre, on a donc les vivants, la matière, l'énergie, donc les 3 champs que l'on travaille. Et donc les visées sont activées lorsque l'on travaille des savoirs ou savoir-faire des 3 champs, les vivants, la matière, l'énergie. Donc il n'y a pas d'attendu pour les visées, elles ne sont pas travaillées pour elles-mêmes, elles sont activées
lorsque l'on prend appui sur une activité dans les 3 champs de la discipline sciences. Alors, à quoi elles correspondent? La visée 1, elle correspond en fait aux démarches d'investigation. Donc, travailler la visée 1, c'est en pratiquant des démarches d'investigation lorsque les enfants vont observer, se questionner, débattre, problématiser, modéliser, expérimenter. Et elles sont illustrées, ces visées, dans les activités de mise en lien. Donc, lorsque vous verrez une proposition de piste pour une activité de mise en lien, eh bien, vous verrez une petite note qui vous explique que là, on est occupé à activer la visée 1. Pour la visée 2, eh bien, elle correspond à l'acquisition de savoir-faire scientifique de manière spiralaire pour assurer un continuum des concepts. Donc, c'est-à-dire que la visée 2, eh bien, elle correspond vraiment à tout le contenu des pages de gauche du programme. À savoir, tous les savoir-faire que l'on doit faire acquérir aux élèves, eh bien, c'est la visée 2. C'est vraiment donc apprendre les sciences. La visée 3, elle sera mentionnée en fait dans les cadres balisés sens. Donc dans les pages de droite, qui est le côté méthodologique, vous aurez tout en haut des pages de droite un cadre qui s'appelle balisés sens. Et c'est dans ce cadre que l'on vous dira, tiens, à quel moment on peut activer cette visée 3. Alors à quoi elle correspond? Donc c'est vraiment faire comprendre aux enfants que le savoir scientifique, il est établi à partir d'un questionnement. Donc voilà, si un jour la science a évolué, c'est parce qu'il y a une question qui est survenue, on s'est questionné, on a recherché et on a découvert des choses. Donc la science, elle est profondément liée à la recherche sur le monde, la recherche sur des concepts, des faits que l'on observe, et qu'il y a également certaines limites. Donc ça, il faut faire aussi prendre conscience aux enfants qu'il y a certaines limites à la science, et que parfois, ce qui était vrai il y a 20 ans n'est plus vrai maintenant parce que la recherche a évolué. Donc ça, c'est important aussi à faire prendre conscience aux enfants de ce phénomène. Donc voilà, tout comme la médecine évolue, les traitements évoluent, même chose pour les sciences. Donc, alors parfois, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas expliquer, donc il faut l'accepter aussi. Et donc là, dans la dia qui va suivre, je vais vous montrer un exemple qui illustre cette visée 3. Pour la visée 4, là aussi, je vais vous montrer un cadre dans baliser sens qui vous explique comment la travailler. Et donc l'idée, c'est dans la visée 4 de développer chez les élèves une aptitude à mettre en relation des choix et des actions. Et donc se dire, tiens, je vais poser des gestes, je vais agir en connaissance de cause. Donc puisque via mes activités pendant le cours de sciences, j'ai découvert des choses importantes sur l'environnement, sur la santé, sur la consommation raisonnée des énergies par exemple, et bien dans mon quotidien, je vais essayer d'appliquer, de mettre en place tout ça et de réfléchir avant d'agir. Donc c'est vraiment essayer de faire prendre conscience de cela aux enfants. On est bien dans la visée 4. Alors, ce cadre, vous allez le trouver donc dans les balises essences. Ici, on est à la page 169 du programme. Et donc, voilà, donc l'illustration justement de comment mettre en pratique cette visée 3. Alors, je vais lire avec vous, donc, dans ce cadre balises essences, à partir du 2e paragraphe. Donc, afin de généraliser le concept de liquide à d'autres corps que de l'eau, il est important de proposer aux élèves des liquides tels que l'huile, l'alcool médicinal, la glycérine. Donc là, c'est une première recommandation méthodologique. On vous dit, tiens, voilà, quand on travaille les liquides, ne restez pas que sur l'eau, sinon c'est une conception erronée pour les enfants. De même que, donc on vous dit, le travail autour de l'observation des solides fournit l'occasion d'étendre le champ lexical des élèves. Donc là, lien avec Flesco. Donc en décrivant ces solides, durs, cassants, pliables, malléables. Alors là aussi, on peut se dire, tiens, des solides, le concept de solide en sciences, ce n'est pas la même chose que le solide en mathématiques. Donc la chose importante, on est bien dans le français langue de scolarisation, et faire comprendre aux enfants que le solide, il a plusieurs significations en fonction de son contexte. Et de même, donc élargir le champ lexical, donc avec dur, cassant, pliable, malléable, etc. Et donc, attention également, autre recommandation, certains solides comme le sel ou le sable pourraient donner l'impression d'être des liquides, car ils se transvasent, mais ce sont des solides en grains. Alors, la petite flèche vous montre le lien avec la visée. Faire constater aux élèves que certains corps ont un comportement intermédiaire, donc tel la mayonnaise, permet de travailler la visée 3, apprendre à propos des sciences. Et donc, c'est l'occasion de montrer aux enfants que il y a parfois des limites aux théories que l'on peut écrire. Il y a souvent des limites. Voici encore un exemple pour illustrer les visées. Donc ici, on se trouve à la page 179 du programme, dans un cadre balisé sens, donc de la page de droite. Et donc là, on vous dit, tiens, il y a un lien avec la visée 4.
orienter ses choix et agir en s'appuyant sur les sciences. Et donc, elle est travaillée ici, donc dans les pistes qui sont proposées sur cette page-là. On parle d'électricité. Et donc ici, on vous dit de travailler avec les enfants le fait de les sensibiliser aux gestes quotidiens qui réduisent l'emploi d'électricité. Alors, soit en les habituant à utiliser des piles rechargeables, ou bien carrément en utilisant des jeux qui ne contiennent pas de piles, c'est encore mieux. Donc voilà, donc la visée 4 ici, c'est aider les enfants à orienter leurs choix en s'appuyant sur les sciences. À présent, nous rentrons donc dans les démarches d'investigation scientifique. Alors, il n'existe pas une seule démarche d'investigation scientifique, c'est pour ça qu'on a donc mis un S à démarche. En fait, il y a plusieurs chemins possibles pour y arriver. Donc, il y a bien sûr des étapes principales, mais par contre, au niveau intermédiaire, il y a plusieurs chemins possibles. Donc, dans une démarche, on trouvera 3 étapes principales, donc représentées par 3 codes couleurs et leurs pictogrammes. En rouge, donc dans le dessin, vous trouverez le questionnement, donc se questionner, proposer une explication, une hypothèse. C'est en rouge et il y a un pictogramme qui correspond à cela, et donc c'est un pictogramme avec un petit point d'interrogation. En vert, on va trouver toute la partie recherche. Et donc on remarque qu'il y a plusieurs façons de rechercher de l'information. Donc on appelle ça investiguer, code couleur vert et petit pictogramme avec une loupe. Et donc de part et d'autre de cette grande flèche, on peut rencontrer donc plusieurs chemins pour investiguer. En bleu, en bas, on trouvera la structuration, donc structurer, valider, synthétiser, communiquer. Et là, c'est le code couleur bleu avec un petit personnage, un petit pictogramme qui a en fait une petite case cochée. Donc c'est vraiment en fin d'investigation, eh bien on peut vérifier nos données, notre investigation, voir si on a répondu à notre question de départ, et donc la boucle est bouclée. On a également une 4e étape qui elle est transversale, elle est donc tout autour, vous voyez un bandeau orangé tout autour de ce dessin qui s'appelle garder des traces. Et donc ça c'est important, nouveauté donc par rapport à l'ancien programme, c'est de pouvoir garder des traces à chaque étape de la démarche. Donc c'est quelque chose qui est transversal, c'est pour ça qu'on l'a mis tout autour. Et là on a choisi le code couleur orange avec un petit pictogramme qui est un petit crayon. Alors on va garder des traces en fait du questionnement, des hypothèses de départ émises par les élèves. On va garder des traces de toute notre recherche. On va garder des traces de la structuration, vérifier qu'on a bien répondu à la question de départ. Et donc ça c'est quelque chose qui est important. On va voir dans quelques instants qu'on va faire, lorsque l'on va vivre une démarche d'investigation, on va faire de nombreux allers-retours entre les hypothèses que j'émets, la recherche, je me rends compte que ça n'aboutit pas, je vais revenir à mes hypothèses, explorer une autre hypothèse, etc. Donc chose importante, si je n'ai pas gardé des traces, je ne sais pas faire ces allers-retours. Voilà pour la démarche. Alors chose importante aussi, c'est que en plus des étapes, nous avons une recommandation qui est de faire vivre aux élèves 3 démarches d'investigation complètes sur une année scolaire. Donc en maternelle, là, on impose les sujets qui doivent être travaillés via une démarche d'investigation. En primaire, on vous laisse le choix de choisir le thème que vous désirez pour vivre une démarche d'investigation. Les démarches d'investigation scientifique sont envisagées sous 2 angles différents. Pourquoi donc travailler des démarches d'investigation ? Tout d'abord, elles sont travaillées comme une méthodologie pour faire acquérir aux élèves la maîtrise des savoirs, savoir-faire et compétences qui sont dans les 3 champs, donc dans les vivants, la matière et l'énergie. Et donc là, il faut vraiment essayer de rester dans le cadre du programme, à savoir donc rester dans les contenus qui sont prévus dans les pages de gauche. Donc si vous choisissez de vivre une démarche d'investigation sur un sujet qui ne fait pas partie du programme, mais vous risquez de ne pas avoir assez de temps pour voir l'intégralité du programme. Donc en vivant des démarches d'investigation, restez sur des sujets qui font partie du programme. Deuxième angle sous lequel on peut voir la démarche d'investigation, c'est de la faire vivre pour elle-même, pour développer chez les enfants des attitudes de scientifiques. Il faut savoir que dans chaque étape de la démarche d'investigation, il y a des attendus précis, donc ce qu'on attend précisément des élèves. Donc ça, on va y revenir dans un instant. Mais en tout cas, cette démarche d'investigation, on la vit comme une méthodologie au service de l'acquisition de savoir et de savoir-faire du programme. Et on la vit également pour elle-même, pour développer des attitudes de petits scientifiques. Importance aussi de la posture de l'enseignant durant le vécu de ces démarches. Donc pendant que les enfants vivent les démarches d'investigation, l'enseignant il a 2 focus. Donc double logique, donc c'est piloter cette démarche
et puis en même temps faire acquérir des savoirs et savoir-faire aux élèves. Alors pour ce faire, quelques recommandations, donc c'est de laisser les enfants prendre une part importante dans le déroulement de la démarche, permettre aux enfants d'imaginer, d'anticiper les résultats d'une expérience, alterner des moments d'échange collectif ou semi-collectif, et important de faire expliciter par les enfants les observations qu'ils peuvent mener, les questionnements, faire émerger leurs hypothèses, permettre aussi aux enfants de confronter leurs résultats avec les savoirs établis, et enfin d'aider les enfants à identifier ce qu'ils ont appris et comment ils ont appris. La chose importante, petite recommandation. Importance également de garder des traces. Alors, on a vu qu'il est nécessaire de comprendre que la démarche se construit de manière systémique, avec des allers-retours vers les questions, les représentations posées au départ, pour construire des explications aux questions posées. Donc, dans une démarche, on a une question qui est posée, les enfants y mettent des hypothèses, on investigue, on cherche des réponses à cette question, on expérimente, on va observer, on va interroger des personnes ressources, et puis on vérifie si on a répondu à la question de départ. Si on n'a pas des traces de toutes ces étapes, il est difficile de faire ces allers-retours. Donc voilà, donc essentiel de garder des traces à chaque étape de la démarche pour favoriser l'aller-retour. Et donc, on sait bien qu'une démarche d'investigation, elle se vit sur plusieurs jours, c'est assez long, s'il faut aller interroger une personne ressource, entre autres, un exemple. Donc ça se vit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, sans traces, il est difficile vraiment d'en assurer le suivi. Et de même, donc, en gardant des traces de toutes les hypothèses émises par les enfants, on peut les explorer les unes après les autres. Si on est resté dans le discours oral, on ne sait plus trop ce que les enfants ont proposé comme hypothèse. Donc avec la carte mentale, par exemple, on peut garder une trace vraiment de tout ce que les enfants proposent et aller vérifier chaque hypothèse. De même, pour créer la structuration, on a aussi besoin des traces de toute la recherche. Quand on est à la troisième étape, tiens, maintenant on structure, on va essayer de voir ce qu'on retient de tout ce qu'on a investigué. Eh bien, si je n'ai pas gardé des traces de tout ce qu'on a investigué, c'est difficile d'aller construire un panneau de synthèse. Donc, importance vraiment de garder des traces. Alors, je vous disais que les étapes de la démarche ont des attendus. Et donc ici, on est dans la première étape de la démarche, donc se questionner. On voit bien qu'on a le 2 pictogrammes, le petit rouge, donc on se questionne, et puis le petit orange, on garde des traces. Pendant cette étape du questionnement, eh bien, on a 2 savoir-faire qui sont à développer chez les élèves. Le premier, c'est apprendre aux enfants à se questionner, à s'approprier un questionnement. Le deuxième savoir-faire, c'est proposer des explications possibles d'un phénomène et ou y mettre une hypothèse. Donc voilà des savoir-faire que l'on doit développer chez les élèves qui sont vraiment propres à la démarche en tant que telle. Et donc voilà, en page de droite de ces attendus, on trouvera des pistes pour vous aider à travailler cela avec les élèves. Donc à gauche, on a 2 savoir-faire pour l'étape du questionnement et à droite, quelques outils pour vous aider à travailler ces 2 savoir-faire. Premier outil, ce sont des balises essences, où là vous avez des recommandations méthodologiques et une clarification. Donc si vous voulez être au clair avec ce qu'on attend vraiment des élèves, voilà, vous lisez le cadre balises essences. Dans la partie posture de l'enseignant, aussi quelques recommandations pour vous expliquer quelle posture adopter pendant cette étape du questionnement. Toujours dans cette page de droite, vous avez un tableau qui vous montre des exemples. Donc on vous rend, c'est un recueil de pistes qui sont issues des champs du programme. Donc ici, vous allez être envoyé donc pour un exemple pour le questionnement, vous allez voir en 1.2.1 et vous avez un exemple de comment amener le questionnement auprès des élèves. De même que dans l'activité de mise en lien de la compétence 3, dans la rubrique spécifique 1.3.2, etc. Donc dans ce tableau, on vous renvoie donc vers les pages du programme et vous allez pouvoir comprendre concrètement comment amener le questionnement auprès des élèves et comment leur permettre de développer les 2 savoir-faire qui sont attendus. Voici également les attendus pour la 2e étape de la démarche, donc investiguer et garder des traces évolutives. Donc là, c'est en 2 parties, il y a 2 pages qui reprennent tous les attendus. Ici, sur cette première page, donc on voit les pictogrammes qui vous rappellent en vert avec la loupe, on est bien dans investiguer, rechercher de l'information. Et en même temps, on est dans le petit pictogramme orange avec le crayon, on doit bien garder des traces évolutives de tout ce que l'on investigue. Le premier savoir-faire, c'est proposer, adapter des moyens d'investigation. Donc c'est un savoir-faire qu'il faut développer avec les élèves. Le deuxième savoir-faire, c'est observer. Alors là, on se rendra compte qu'il y a plusieurs façons d'observer aussi dans les exemples que l'on propose en page de droite.
La deuxième page sur investiguer et garder des traces. On va donc développer chez les enfants encore 4 savoir-faire. Donc on a expérimenté et traité les résultats, analyser et débattre, consulter des documents et ou des personnes ressources, et enfin faire évoluer les explications, les hypothèses. Voilà donc au total 6 savoir-faire qui sont à travailler, qui sont à maîtriser par les élèves au niveau de investiguer. Voici les attendus à travailler pour l'étape 3 de la démarche, structurer, qui s'appelle donc bien structurer les résultats, les valider, les synthétiser et communiquer. Je vous rappelle donc les 2 pictogrammes qui y correspondent. Le premier, donc le pictogramme bleu avec le petit carré coché, donc on valide les résultats. Et puis le petit pictogramme orange pour structurer, pour garder des traces donc, de cette structuration. Et donc on a le pictogramme orange avec le petit crayon. On va donc réaliser un panneau d'ancrage ou une affiche. Donc voilà, donc il y a différentes façons de garder la trace de cette structuration. Alors qu'est-ce qu'on travaille? Quels sont les savoir-faire qui sont à faire travailler par les élèves dans cette étape 3? On a tout d'abord le premier qui est structurer des informations sous une forme qui favorise la compréhension. Le deuxième savoir-faire, c'est vérifier si la question de départ et la réponse sont concordantes, puis les valider, donc valider les résultats. Troisième savoir-faire à travailler, c'est synthétiser. Et enfin, le quatrième, communiquer sur les résultats, les connaissances acquises et la démarche mise en œuvre. Donc, lorsque l'on réalise notre panneau de structuration, enfin, peu importe la forme qu'il prend, eh bien, on doit vraiment insister sur soit je structure ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai appris, ou soit je structure, tiens, la démarche que j'ai mise en œuvre, comment j'ai appris tout ça. Donc, on peut structurer le quoi ou le comment. Voilà donc pour les étapes de la structuration. Alors, un petit retour en arrière à propos du questionnement. Nous envisageons en fait 3 portes d'entrée pour amener le questionnement auprès des élèves. La première, ce sont les situations fortuites. Ensuite, nous avons les situations provoquées et enfin l'appel au vécu. Alors, pour les situations fortuites, eh bien, de quoi s'agit-il? Par exemple, un événement d'actualité qui est amené en classe par les enfants, un événement qui est vécu par toute la classe, une observation spontanée. Et donc, si toutes ces situations fortuites rencontrent justement les attendus du programme, c'est l'idéal, puisque comme ce sont des situations qui ont été vécues par les élèves de la classe, ça a d'autant plus de sens pour eux de les travailler. Malheureusement, tous les attendus du programme ne seront pas vus si on attend d'avoir une situation fortuite pour les contextualiser. Donc, il y a des moments où on va devoir provoquer les choses. Et donc là, on est dans le deuxième cas de figure, donc la situation provoquée. Donc là, de quoi s'agit-il? Eh bien, ça peut être une sortie sur le terrain où l'enseignant sait qu'on va rencontrer tel ou tel élément. Et donc, cette sortie sur le terrain est un peu téléguidée, donc l'enseignant sait vers quoi il veut aller. Donc, les enfants, lors de cette sortie sur le terrain, vont observer un élément qui est prévu à l'avance. Ça peut être aussi une expérience, une lecture qui interpelle, ou encore une observation, une manipulation libre. Là, il s'agit donc des situations qui sont provoquées. Enfin, l'appel au vécu. Donc, c'est une situation qui est connue des élèves et qui est évoquée comme point de départ. Donc, par exemple, la sortie sur le terrain, bien lors de cette sortie, on a rencontré plein de choses. De retour en classe, on a exploité une partie, mais pas forcément tout. Et donc là, lors de l'appel au vécu, on dit aux enfants, vous vous souvenez, lors de telle sortie, on avait parlé de ceci, mais on avait aussi rencontré cela. Et donc, on rebondit sur cet élément comme point de départ pour amener un nouveau questionnement auprès des élèves. Voilà donc 3 manières d'amener le questionnement auprès de vos élèves. Quelques points de départ possibles à présent. Donc vous avez l'actualité sanitaire. Donc par exemple ici, je vais partir à gauche, donc le petit visuel avec Atchoum, là, donc voilà l'actualité sanitaire, virus, bactéries et compagnie. Donc voilà, on peut utiliser cela comme point de départ. Autre point de départ pour amener le questionnement, eh bien ce sont des capsules vidéo qui s'appellent Un jour une question. Et donc là, sur YouTube, vous trouverez toutes sortes de sujets qui sont traités via des petites vidéos un peu slogans, comme ça un peu choc. C'est très court, c'est rapide et ça permet vraiment d'interpeller les enfants. Donc là, je vous conseille d'aller visionner toutes ces vidéos et choisir celles qui correspondent évidemment aux attendus du programme, puisqu'elles ne sont pas toutes pour les P1, P2. Ensuite, nous avons les activités culinaires. Donc là, évidemment, c'est très propice aussi à observer, se questionner. Bon point de départ également.
À côté, vous avez les albums de jeunesse. Donc là aussi, là, on est sur l'environnement dans les couvertures qui sont proposées là, mais il y a plein d'autres sujets également. Donc les albums jeunesse, un bon point de départ pour se questionner. Et enfin, ici, sur ce visuel, on voit l'observation d'animaux qui peuvent être aussi des points de départ pour se questionner. Donc voilà quelques idées pour vous, pour alimenter vos préparations de cours. À présent, les traces. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué la carte mentale comme un bon moyen de garder des traces des hypothèses émises par les élèves et puis aussi d'avoir une trace de la question de départ. Alors ici, la carte mentale, vous voyez que c'est la question de départ, c'était qu'est-ce qui caractérise un vivant? On a recueilli toutes les hypothèses des élèves, elles sont tout autour de cette question centrale. Et puis, on va pouvoir explorer une hypothèse à la fois. Se dire, tiens, on va aller vérifier. Est-ce que tous les vivants respirent? Est-ce qu'ils parlent tous? Est-ce qu'ils marchent tous? Etc. Donc ici, la carte mentale, c'est un bon visuel pour pouvoir, garder la trace de la question de départ et de toutes les hypothèses, pour pouvoir les expérimenter les unes après les autres, mais également un bon moyen de faire évoluer les représentations des élèves. Puisque au fur et à mesure des recherches, au fur et à mesure de l'investigation, on va pouvoir valider ou au contraire invalider les propositions des élèves. Et donc comme c'est sous forme visuelle, les enfants ancreront d'autant mieux ce qu'on retient, ce qui est valide et ce qui n'est pas valide. Donc voilà un bon moyen de garder des traces de la question de départ et des hypothèses émises par les enfants pour les faire évoluer. Donc voilà, c'est une technique intéressante. Et nous avons de la littérature à ce sujet-là qui appuie l'utilisation de cette carte mentale. Une bonne source d'expérimentation puisqu'on peut y revenir tout au long de l'investigation. Quelques pistes également pour la deuxième étape de la démarche d'investigation scientifique. Et donc on est bien dans l'étape 2, investiguer. Alors on peut observer un animal, interroger une personne ressource, réaliser une expérience et observer, rechercher de l'information dans des livres, visionner des capsules vidéo pour valider des hypothèses, etc. Alors, sur la gauche, vous voyez de nouveau des liens vers le programme. Et donc, pour avoir un exemple concret de ce qui est cité ici comme possibilité, comme piste pour mener l'investigation, eh bien, vous avez des exemples concrets. Ici, par exemple, en 1.3.1, voilà, ici, on voit qu'on travaille sur la métamorphose des phasmes, etc. Donc, vous avez ici, sur la gauche, quelques exemples issus du programme qui vous montrent comment travailler cette investigation. Quelques idées maintenant pour structurer et synthétiser. Donc on est bien dans l'étape structurée de la démarche d'investigation scientifique. Et donc ici, pour structurer, on peut faire ça oralement, collectivement ou pas. On peut faire un enregistrement vidéo ou audio. Donc là, on peut aussi avoir des liens avec d'autres disciplines telles que FMTT ou bien en français, quand on enregistre, savoir parler devant la caméra, savoir interroger. Donc on verra plus tard qu'il y a beaucoup de liens. Donc au départ, en prenant appui sur les sciences, on peut faire beaucoup de liens vers d'autres disciplines. On peut donc, la structuration orale, donc par vidéo, audio, etc. On peut aussi passer à ce qui est plus connu, à savoir les panneaux d'ancrage, prendre des photos, faire des dessins, des schémas, pouvoir mener une exposition, créer un blog avec sa classe, créer un mur d'infos sur Padlet aussi, un autre moyen. Donc voilà, les moyens de structurer, les moyens de garder la trace de la structuration, ils sont nombreux. Alors ici, quelques exemples. On a un premier panneau qui dit comment on mène une démarche d'investigation scientifique. Et donc, à force de rencontrer des démarches, les enfants disent, pour finir, on va faire un panneau qui structure toutes les étapes par lesquelles on passe quand on vit une démarche. Ici, le choix de la classe ici de Karine, c'est un blog, un extrait d'un blog. Donc elle dit, voilà, la première étape, c'est je me pose une question. Ensuite, c'est je formule une hypothèse. Puis 3, je planifie ma démarche. 4, je fais mon expérimentation. Et 5, je réponds à ma question de départ. Voilà donc un exemple du comment. Donc là, je structure le comment j'ai vécu ma démarche. Le deuxième exemple est issu du programme, donc c'est une capture d'écran du programme. Et donc là, c'est un panneau de structuration qui répond à la question de départ. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai appris? J'ai répondu à ma question de départ, qu'est-ce que j'ai appris? Donc là, la question de départ, c'était qu'est-ce qu'un organisme vivant? Et donc, on synthétise en disant tout organisme vivant naît, est capable de se reproduire, respire, grandit, se nourrit, produit des déchets, réagit au stimulus et meurt. Donc voilà le panneau qui structure le quoi. Qu'est-ce que j'ai découvert? Quelques idées pour garder des traces à chaque étape de la démarche. Alors, garder des traces des questionnements, donc on l'a déjà répété. Donc voilà, on va garder des traces du questionnement, des hypothèses émises par les élèves,
des essais, des résultats, des constats. Et pour ce faire, on va utiliser des affiches avec les questions de départ, les hypothèses. L'affiche peut être sous forme de carte mentale ou autre, donc voilà, c'est un exemple. Je peux aussi avoir un carnet de traces individuel et collectif. Donc ça, c'est important aussi de privilégier l'instauration d'un carnet de traces dans la classe. Très important au niveau de la continuité aussi. Et puis comme je le disais en intro, quand on vit une démarche d'investigation, on ne vit pas ça sur une séquence de cours de 50 minutes, ça se vit souvent sur plusieurs semaines. Et donc, voilà, avec ce carnet de traces, ça permet vraiment de faire évoluer aussi les représentations. Quittons à présent la partie introductive, donc les visées, la démarche, tout ça faisait partie de l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans les champs. On va donc mettre en évidence tous les contenus d'apprentissage. Découvrons tout d'abord le champ des vivants. Vous le trouverez à partir de la page 136. Ici, la table des matières, donc qui vous montre qu'on aura dans le champ des vivants une introduction, un tableau de compétences, une activité de mise en lien, donc des pistes pour pouvoir développer une compétence qui aurait été choisie. Ensuite, nous avons 4 rubriques. Alors la première, les vivants. La deuxième, les animaux et leur milieu de vie. La troisième, les étapes de la vie des animaux. Et enfin, l'alimentation des humains. Donc 4 parties à l'intérieur de ce champ, les vivants. Dans la partie introductive du champ des vivants, vous trouverez ce tableau de continuité. Donc c'est un tableau qui détaille les contenus d'apprentissage qui se cachent derrière chaque thématique. Donc tout à l'heure, dans l'introduction générale, on a parlé des fameuses thématiques, mais on ne savait pas trop ce qui se cachait derrière. Et donc ici, vous avez l'explication. Donc au niveau de cette continuité, on peut voir que chaque contenu n'est pas activé chaque année. En fait, il y a une répartition que l'on espère meilleure des apprentissages sur tout le cursus des élèves. Et donc ici, on voit en biodiversité, on va travailler sur les vivants et en P1, et puis en P2, il n'y a rien, P3, P4, P5, et puis en P6, on réactive cette thématique biodiversité en travaillant sur la classification des vivants. Pour la deuxième thématique, relation vivant-milieu, on va travailler en P1 sur les animaux et leur milieu de vie, rien en P2, et puis en P3, on va travailler sur les besoins des plantes vertes, et en P4 sur les relations alimentaires entre les vivants. Et ainsi de suite. Donc vous aurez compris le principe, il y a vraiment un côté spiralaire. Tous les contenus d'apprentissage ne sont pas travaillés chaque année. Ici, vous trouverez aussi un élément de continuité. Donc ce tableau vous permet de situer les apprentissages en cours par rapport à ce qui s'est passé avant et à ce qui se passera après. Donc ici, au centre, que fait-on en P1, P2 au niveau des vivants? Et qu'est-ce qui a été fait en maternelle précédemment sur les mêmes sujets, sur les mêmes savoirs ou savoir-faire? Et que fera-t-on en P3, P4? Donc ça permet vraiment aussi de bien vous montrer quelle est la continuité. Voilà ce qui a été fait avant et voilà ce qui sera fait après. Le champ des vivants présente 5 compétences. Ici, donc, on a donc le tableau qui récapitule toutes les compétences qui sont travaillées dans le champ des vivants. On voit qu'il y en a 5. Vous les trouverez également dans les pages de gauche du programme. Donc chaque compétence évidemment est liée à des savoirs et des savoir-faire et donc elles seront répétées dans les pages où on développe les savoirs et savoir-faire. Puisque pour pouvoir maîtriser la compétence, en amont, il faut aussi travailler des savoirs et des savoir-faire qui s'y rapportent. Alors à la compétence 3, on voit le pictogramme de la mise en lien. Donc ce pictogramme vous signifie que vous trouverez une activité de mise en lien qui vous explique comment travailler cette compétence avec les élèves. Et donc, non seulement comment travailler la compétence, mais aussi comment faire du lien avec d'autres disciplines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'activité de mise en lien. Alors là, je vais vous lire rapidement les attendus de chacune des compétences. La compétence 1, il s'agit de distinguer ce qui est vivant de ce qui est non vivant et l'expliquer. Deuxième attendu de cette même compétence, c'est mettre en évidence des ressemblances entre des animaux dans le but de réaliser un classement. La compétence 2. Expliquer en quoi le milieu de vie d'un animal donné répond à ses besoins essentiels. La compétence 3. Expliquer comment les humains peuvent protéger, prendre soin de certains animaux et de leur milieu de vie. C'est donc cette compétence-là qui est illustrée en activité de mise en lien. Là, les 3 premières compétences concernent les P1. Maintenant, pour les P2, la compétence 4. Décrire et expliquer le mode de reproduction et les étapes de la vie d'un animal. Expliquer à l'aide d'exemples que le vivant provient du vivant. Et enfin la compétence 5 qui concerne à nouveau les P1.
proposer et justifier des choix alimentaires en lien avec l'environnement et la santé. Voilà donc les 5 compétences qui couvrent le champ des vivants. Ici, vous trouvez la double page qui illustre l'activité de mise en lien. Sur la gauche, on va trouver la compétence qui est visée. Ensuite, un schéma qui vous montre tous les liens possibles vers les autres disciplines. Et en dessous, les difficultés possibles. Donc on a identifié les difficultés que les élèves pourraient rencontrer et on vous dit comment y remédier. Sur la droite, là on trouve vraiment le côté méthodologique, comment travailler cette compétence. Tout d'abord, vous avez un cadre de mise en situation et puis le déroulement. Et donc le déroulement ici est en 4 étapes. Et donc l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et on montre également les liens. Mais je vais y revenir dans un instant. En dessous de ces étapes, on trouve des prolongements possibles. Donc ici, on doit se limiter dans notre nombre de caractères, mais on sait qu'il y a des prolongements possibles et donc on vous les propose. Donc à vous de voir si vous souhaitez les vivre avec vos élèves. Et puis, il y a aussi d'autres activités de mise en lien possibles. Ici, on avait fait le choix de travailler sur la sensibilisation à la protection des différentes espèces d'abeilles. Mais il y a d'autres activités de mise en lien qui permettent aussi de développer cette même compétence qui s'appelle protéger, prendre soin des animaux. Et donc ici, on vous cite les autres idées d'activités de mise en lien que vous pouvez choisir de faire vivre à vos élèves aussi. Alors voici maintenant le focus donc sur la page de gauche, que vous avez vu simplement le visuel, mais donc voici le focus. Donc on a bien la compétence qui est visée, donc on attend que les enfants puissent expliquer comment les humains peuvent protéger, prendre soin de certains animaux et de leur milieu de vie. Voici tous les liens que l'on peut faire. Donc on voit qu'il y a un lien avec science, on est bien en science, le 1.1.1, caractériser les vivants. Toujours en science, décrire les milieux de vie des animaux et leurs besoins. En science encore, identifier les étapes de la vie des animaux. Vous voyez, on fait de la mise en lien, donc on travaille déjà sur 3 rubriques spécifiques. On peut faire un lien avec l'éducation relative à l'environnement, qu'on appelle ERE. Il y a des liens également avec le français, donc utiliser la phrase, respecter les règles de prise de parole, élaborer des contenus. Donc voici des liens avec français. Un lien également avec ECA, éducation culturelle et artistique. Donc là, il s'agit de créer collectivement ou individuellement. Un lien avec EPC. Alors là, donc, je rappelle que l'EPC, donc l'éducation, philosophie, citoyenneté, se vit de façon transdisciplinaire. Donc on prend appui sur, ici, sciences, ça peut être sur FMTT, enfin on peut prendre appui sur différentes disciplines pour travailler l'EPC. Donc ici, on voit que l'activité que nous proposons permet de s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Donc on prend appui sur une discipline pour travailler l'EPC. L'EPC ne se travaille pas de façon décontextualisée, on le travaille via d'autres disciplines. On active également les visées transversales, donc la VT1, 3, 4, 5 et 6. Voilà donc pour les liens que l'on va faire en vivant cette activité. Nous partons à présent sur la page de droite. Donc on a tout d'abord la mise en situation, où on questionne les élèves, donc on a le pictogramme rouge qui montre bien, on amène le questionnement. Ensuite, le déroulé de l'activité en 4 étapes. L'étape 1, s'interroger sur l'importance des abeilles pour l'environnement et pour les humains. Durant cette étape, on voit qu'on active la démarche d'investigation. Donc on a les références au pictogramme rouge pour le questionnement, vert pour rechercher de l'information, investiguer, et l'orange pour garder des traces. Durant cette étape 1, on voit aussi dans le déroulé là qu'il y a des liens. Et donc on vous met entre crochets les liens. Donc ici on a le lien vers la rubrique spécifique 1.2.1 et également plus bas vers la rubrique spécifique, mais toujours la 1.2.1 et également un lien vers la visée transversale 3. L'étape 2, identifier les besoins des abeilles et ce qui les menace en consultant une personne ressource. Là, on voit qu'on active la visée transversale 5, qu'il y a également les différents liens dans la partie sciences. On a de nouveau les pictogrammes qui apparaissent pour montrer le lien avec la démarche d'investigation. Là, donc, dans cette étape 2, on est dans investiguer et on va garder des traces. Dans l'étape 3, structurer les informations pour mieux les comprendre. Là, au niveau de la démarche, on va bien garder des traces, pictogramme orange, et on va également synthétiser, donc on est dans le pictogramme bleu. Vous avez donc pour l'étape 3 tout le déroulé donc de cette partie, avec le lien vers EPC, EPC 4.
Dans l'étape 4, donc qui s'appelle « Réaliser une trace en utilisant le support le plus adéquat pour une campagne de sensibilisation », là, on a de nouveau le pictogramme orange, on va garder des traces, et le pictogramme bleu pour synthétiser. Et là, vous avez également le déroulé donc, de cette partie avec les liens vers ECA, vers français et vers les visées transversales. C'est donc en 4 étapes que se déroule cette activité de mise en lien. Alors bien sûr, ce sont des pistes que nous proposons, à vous de vous attribuer cette activité, à vous de la modifier à votre souhait. En vous présentant l'introduction de cette discipline, en vous présentant la structure de cette discipline, je vous disais que ce qui caractérise nos programmes, c'est vraiment l'articulation page de gauche, page de droite. Donc ici, un exemple pour vous montrer qu'à gauche, nous allons trouver tous les contenus d'apprentissage. Donc les compétences, les savoirs, les savoir-faire qui sont issus du référentiel. À droite, nous allons trouver plutôt des recommandations méthodologiques, toutes des pistes pour vivre l'apprentissage avec vos élèves, des exemples de structuration et la continuité vers les années suivantes. Donc, on a tout d'abord un cadre qu'on appelle balise essence. Ce sont vraiment les recommandations méthodologiques. C'est une clarification pour vous, enseignants, au niveau des concepts que vous allez travailler avec vos élèves ensuite. Donc, il faut être au clair avant de pouvoir faire passer l'information et de faire vivre tout ça à vos élèves. Donc ça, balise essence, c'est pour vous. Ensuite, les pistes pour l'apprentissage, ben là, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire concrètement avec mes élèves pour développer le savoir-faire qui est en page de gauche. Et donc là, à chaque fois, on vous propose des pistes avec les interactions que vous allez pouvoir mener avec vos élèves. En dessous des pistes, vous trouvez donc les exemples de structuration, où là, bien souvent, ben, on vous montre des panneaux synthèse, des panneaux d'ancrage, pour vous dire, tiens, voilà, après avoir travaillé ce concept, ce savoir-faire, ben, qu'est-ce que je retiens avec mes élèves? Qu'est-ce que je structure? Sur quoi est-il intéressant de s'arrêter? On vous propose à chaque fois 2 exemples. Et tout en bas de la page, vous trouvez le cadre qui s'appelle « Ce qui permettra à l'élève de ». Et donc, c'est là que vous voyez, tiens, ce que je travaille là, moi, maintenant, ben, en P1 ou P2, ben, qu'est-ce que ça devient? Peut-être en P4 ou en P6. Et donc, on vous montre à chaque fois le prolongement de ce que vous travaillez là, maintenant, tout de suite en P1, P2. Lisons à présent les savoirs, savoir-faire et attendus de chaque rubrique spécifique. Ici, vous avez la première page qui concerne les attendus des vivants. Donc nous avons une rubrique spécifique qui s'appelle 1.1.1 Caractériser les vivants. On est à la page 142 du programme si vous souhaitez suivre en même temps. Donc tout d'abord, on trouve en haut de page une compétence 1 que vous avez vu précédemment dans le tableau des compétences, donc le tableau qui récapitule toutes les compétences des vivants. Ensuite, vous avez des savoirs et un savoir-faire. Donc ici, on se rend compte qu'on doit travailler des savoirs et des savoir-faire pour pouvoir maîtriser la compétence qui est en haut de page. Le premier savoir, je vais vous lire l'attendu. Donc qu'est-ce qu'on attend des élèves? Eh bien, c'est nommer des animaux et des plantes rencontrés dans le vécu scolaire. Le deuxième savoir, identifier et nommer des attributs des animaux rencontrés. Bouche, yeux, squelette interne, squelette externe, coquille, antenne, poils, plumes, mamelles, membres, pattes, nageoires. Donc voilà ce qui est à travailler avec les élèves. Et demain, mais parallèlement, troisième savoir, c'est le vocabulaire. Et donc là, on attend que les élèves utilisent les termes animal, plante, squelette interne, membres, coquille, poils, plumes, mamelles, nageoires, squelette externe, antenne, pattes. Voilà ce que les enfants doivent maîtriser. En savoir-faire, là, nous avons repéré des caractéristiques d'un vivant sur un document, photo, dessin ou autre, pour le décrire et ou le comparer avec d'autres vivants rencontrés. Donc voilà une première page avec des attendus au niveau des vivants. Parallèlement à cette page de gauche, qui contient donc les contenus d'apprentissage issus du référentiel, nous avons en page de droite les pistes pour l'apprentissage. Et donc ici, on remarque, pour travailler le savoir-faire, les caractéristiques des vivants, eh bien, on vous propose 4 pistes distinctes. Donc la première, ça sera comparer des animaux pour en dégager des caractéristiques communes et différentes. La deuxième piste, c'est choisir une caractéristique observable pour classer des animaux. La troisième piste, c'est relever des caractéristiques communes entre l'humain et la poule qui était observée. Et enfin, la quatrième piste, décrire un animal en utilisant un vocabulaire adapté. Les savoirs et savoir-faire de la deuxième rubrique spécifique des vivants.
Donc, la deuxième rubrique spécifique, c'est 1.1.2, distinguer le vivant de ce qui n'est pas. Là, donc, on se réfère toujours à la compétence 1, mais on a bien sûr d'autres savoirs et d'autres savoir-faire à travailler. Le premier savoir, c'est préciser que les vivants naissent, respirent, se nourrissent, éliminent leurs déchets, grandissent, se reproduisent, réagissent et meurent. Un deuxième attendu, préciser que plusieurs caractéristiques sont nécessaires pour mettre en évidence le caractère vivant. Un savoir qui concerne le vocabulaire, c'est utiliser les termes naître, respirer, se nourrir, éliminer des déchets, grandir, se reproduire, réagir, mourir, vivant, non vivant. Deux savoir-faire. Le premier, observer des vivants et des non-vivants à l'œil nu ou à la loupe en fonction de critères préalablement définis pour les différencier. Et un deuxième savoir-faire, trier des vivants ou des non-vivants, classer des vivants selon leurs attributs. Voilà donc la deuxième page qui concerne les vivants. Toujours le même principe, parallèlement à la page de gauche qui contient les contenus d'apprentissage, savoir, savoir-faire, compétences, issus du référentiel, nous avons alors la proposition de notre réseau avec des pistes pour vous aider à mener les séquences d'apprentissage avec vos élèves. Et donc ici, on trouve des pistes en 4 étapes. L'étape 1, 2, 3, 4. La première, c'est se poser des questions relatives aux vivants. L'étape 2, observer des vivants et des documents scientifiques pour dégager les caractéristiques du vivant. La troisième, débattre collectivement sur les caractéristiques du vivant et de ce qu'il n'est pas. Et enfin la quatrième, observer à l'aide d'une loupe des éléments vivants et non vivants du milieu proche pour les différencier. Alors tout ce que je vous raconte, tout ce que je lis là, c'est assez rapide peut-être pour vous. Donc n'hésitez pas, puisque vous êtes en autonomie face à une vidéo, à faire des pauses et à pouvoir vous-même aller observer toutes ces pages que je suis occupée à vous décrire. Voici la troisième page qui concerne le champ des vivants. Donc comme vous le remarquez, la partie vivant, donc ce champ des vivants est assez dense, beaucoup de contenu à travailler avec les élèves. Ici pour cette troisième page, donc on est à la page 146 du programme, nous avons une rubrique qui s'appelle 1.2.1, décrire les milieux de vie des animaux et leurs besoins à partir d'observations. Dans ce bandeau apparaît un logo, donc les deux mains qui se joignent, qui veut dire que nous avons un lien possible vers EPC, vers l'éducation, philosophie, citoyenneté. Donc on peut prendre appui sur ces contenus d'apprentissage pour travailler en même temps l'éducation, philosophie, citoyenneté. Et en bas de page, vous trouvez justement les liens possibles. On vous dit donc assurer la cohérence de sa pensée et développer son autonomie affective. Alors je reviens maintenant au contenu sciences. Donc sur cette page, nous avons deux compétences, la compétence 2, la compétence 3. On voit à côté de la compétence 3 qu'on a le petit logo de mise en lien. Donc ça veut dire qu'on vous propose une activité de mise en lien qui vous montre comment travailler cette compétence. Et nous avons les savoirs. Alors au niveau des savoirs, le premier savoir milieu de vie, c'est identifier des éléments principaux qui constituent le milieu de vie. Exemple, air, eau, terre, lumière. Ensuite, associer quelques animaux à leur milieu de vie. Exemple, forêt, mare, rivière, prairie, haies. Le deuxième savoir, les besoins essentiels des animaux. Et donc là, c'est citer des besoins essentiels des animaux, au moins l'air, l'eau, la nourriture, relation avec les autres vivants. Et enfin, toujours le vocabulaire qui intervient dans les savoirs. Qu'est-ce que les enfants doivent utiliser comme terme? C'est air, eau, terre, lumière, milieu de vie, besoin. Deux savoir-faire pour travailler tout ça. Observer des animaux dans leur milieu et mettre en évidence leurs besoins. Observer un milieu de vie pour mettre en évidence les principaux éléments qui le constituent. Le deuxième savoir-faire, c'est discuter de la relation entre certains animaux et les humains. Exemple, poules, abeilles, on voit les interactions entre les humains et les animaux. Voilà donc des savoirs et savoir-faire qui sont à travailler pour tendre vers la maîtrise des deux compétences qui sont en haut de page. La quatrième page du champ des vivants. Donc il s'agit de la rubrique spécifique « Identifier les étapes de la vie des animaux ». On trouve donc la compétence 4. Des savoirs qui correspondent. Donc là on est dans les étapes de la vie des animaux. Décrire les différentes étapes de la vie d'animaux. Fécondation, naissance, croissance, avec ou sans métamorphose et mort. Le vocabulaire qui est à travailler, c'est naissance, croissance et mort. Les savoir-faire, recueillir et décrire des observations à propos des étapes de la vie des animaux en fonction de critères préalablement définis.
Le deuxième savoir-faire, c'est ordonner des représentations des étapes de la vie d'un animal. Et le dernier savoir-faire, établir un lien entre la croissance et l'alimentation. Voilà donc pour les contenus de cette 4e page du champ des vivants. 5e page du champ des vivants. Alors là, on est dans identifier l'unité et la diversité des lieux de développement du petit. Une compétence 4. 3 savoirs. Le premier, énoncer la nécessité d'un mâle et d'une femelle pour la reproduction. Le deuxième savoir, distinguer des animaux vivipares des animaux ovipares. Et utiliser les termes ovipare, vivipare, mâle, femelle. 6e et dernière page concernant le champ des vivants. Alors ici, nous sommes dans l'alimentation des humains. La rubrique spécifique 1.4.1, s'interroger sur le besoin d'une alimentation saine et variée chez l'humain, avec le logo des mains qui montre donc qu'il y a un lien possible REPC. Une compétence 5, donc c'est proposer et justifier des choix alimentaires en lien avec l'environnement et la santé. Pour pouvoir maîtriser cette compétence, eh bien, on va travailler des savoirs et des savoir-faire. Au niveau des savoirs, le premier, aliments. On va attendre des enfants qui puissent préciser que des aliments variés sont nécessaires aux humains pour vivre et grandir. Ils devront également préciser que l'eau est un aliment et qu'elle est vitale. Le vocabulaire qui correspond à cela, donc les enfants vont devoir utiliser les termes aliments, eau, aliments variés. Pour les savoir-faire qui sont à travailler, on attendra que l'enfant puisse repérer des légumes et des fruits cultivés dans un environnement proche, à une saison donnée, à partir de différentes sources d'informations. Et le deuxième savoir-faire, les enfants doivent pouvoir classer des aliments selon des critères qui montrent leur variété. Voilà pour les derniers attendus du champ des vivants. Pour le champ suivant, donc le champ numéro 2, la matière, on se trouve à la page 154. Et donc là, on trouve la même structure que pour les vivants. Donc on a bien une introduction, un tableau de compétences, une activité de mise en lien. Et puis là, on a une rubrique qui est unique, qui s'appelle la météorologie. Et donc tous les attendus sont reliés à cette météorologie pour leur donner du sens. Et donc là, on a 6 rubriques spécifiques. Pour le champ de la matière, on trouvera également un tableau de continuité, donc ici qui nous montre ce qui se cache derrière tous les concepts. Donc ici de P1 à P6, on voit l'évolution. Donc pour l'environnement et les ressources naturelles, eh bien on voit qu'on le travaille en P2 au niveau de la météorologie, en P3 dans la gestion de l'eau, en P4 le cycle naturel de l'eau, en P5 les mélanges homogènes et hétérogènes, et en P6 les transformations de la matière. Donc ici, beaucoup de contenus qui sont travaillés au niveau de cette thématique, donc de ce concept environnement et ressources naturelles. Pour les états de la matière et changement d'état, ben là on voit qu'il y a moins de contenus qui sont travaillés. Donc on voit qu'on travaille en P2, ben la météo aussi qui est liée à ces concepts. Et puis on a en P4 les changements d'état. Rien en P2, rien en P5, rien en P6. Donc de nouveau, même organisation, donc il y a des contenus qui ne sont pas activés chaque année. Et donc dans le but de tendre vers une meilleure répartition des apprentissages tout au long du cursus scolaire des élèves. On trouvera également donc l'évolution des contenus d'apprentissage de la maternelle à la P4. Donc ici, première colonne, qu'a-t-on fait en maternelle? Au milieu, donc que fait-on cette année en P1, P2? Et puis que fera-t-on en P3, P4? Donc là, vous avez l'évolution des apprentissages pour le champ de la matière. Un tableau de compétences également, ben là on a une compétence unique, la C6, et donc vous retrouvez également le pictogramme qui vous renvoie vers l'activité de mise en lien. Donc on vous dit bien, ben voilà, c'est cette compétence-ci, C6, qui sera travaillée via l'activité de mise en lien. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est de décrire et expliquer les modifications du milieu de vie au fil des saisons en utilisant des indicateurs variés. Exemple, température, luminosité, type de précipitation, aspect des plantes, comportement des animaux, aspect des animaux. Ici, on trouve donc la double page de l'activité de mise en lien. Je vous invite à la découvrir par vous-même en détail. Donc là, on est à la page 158. On a bien sur la partie de gauche la compétence qui est visée, tous les liens possibles vers d'autres disciplines, les prolongements possibles. En page de droite, la mise en situation, le déroulement de l'activité en 4 étapes.
des prolongements possibles et d'autres idées d'activités de mise en lien. Première page de gauche qui concerne la matière. On est donc bien dans la rubrique La météorologie qui vise la compétence 6 et une première rubrique spécifique qui s'appelle Caractériser les situations météorologiques au fil des saisons. Dans cette rubrique spécifique, on trouvera des savoirs et un savoir-faire. Au niveau des savoirs, donc on est sur les milieux de vie. L'attendu, c'est d'écrire différentes situations météorologiques en lien avec les saisons, en utilisant des indicateurs variés, exemple, présence de soleil, de pluie, de neige, de grêle. Un deuxième attendu, identifier différentes ressources d'eau dans l'environnement, exemple la pluie, les océans, lacs, rivières. Au niveau du vocabulaire, utilisez les termes neige, givre, buée, nuage, brouillard, masse, saison, printemps, été, automne, hiver. Le savoir-faire, on attendra des élèves qu'ils puissent observer les modifications du milieu de vie au fil des saisons en utilisant les indicateurs variés, exemple, paysage, température, luminosité, type de précipitation, aspect des plantes, comportement des animaux, aspect des animaux. Voilà donc pour cette première page. Une deuxième page de gauche qui concerne la matière. On trouvera donc la rubrique spécifique qui s'appelle « Utiliser des instruments météorologiques ». Dans cette rubrique spécifique, on va trouver donc deux savoirs, un savoir-faire. Le premier savoir, donc sur les instruments météo, associer le thermomètre à la température, le pluviomètre à la quantité de pluie tombée, le moulin à vent, le drapeau, la girouette à la présence, l'orientation du vent. Le vocabulaire qui est adéquat, donc utiliser les termes thermomètre, pluviomètre, météo, girouette, moulin à vent. Et le savoir-faire, c'est utiliser l'instrument. Donc utiliser un thermomètre pour relever des températures, un pluviomètre pour mesurer la quantité de pluie tombée, une girouette, un moulin à vent pour montrer la présence, l'orientation du vent. Une deuxième rubrique spécifique sur cette même page, 2.1.3, représenter les données météorologiques. On a là deux savoir-faire. Le premier attendu, repérer des informations dans un bulletin météorologique iconographique. Le deuxième savoir-faire, compléter un calendrier avec la météo journalière en utilisant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs variés. Exemple, présence de soleil, de pluie, de neige, de grêle. Voilà pour la deuxième page de la matière. La troisième page de gauche de la matière, la rubrique s'appelle 2.1.4 « Repérer les changements d'état de l'eau au travers de la météo ». Donc comme je vous le disais tout à l'heure, tous les savoir-faire qui sont travaillés dans ce champ, la matière, sont reliés à la météo pour donner du sens au niveau des apprentissages pour les enfants. Donc le premier savoir, on est sur l'eau, et donc c'est identifier que l'eau est de la matière. Identifier quelques caractéristiques de l'eau liquide, exemple, l'eau peut être transvasée, s'écoule et modifie le mouvement des objets. Attendu suivant, identifier les différentes formes de l'eau, exemple neige, givre, buée, nuage, brouillard, dans l'environnement. Identifier également de l'eau solide et de l'eau liquide dans l'environnement. Préciser que l'eau sous forme de gaz ne se voit pas. Le vocabulaire qui correspond, c'est utiliser les termes liquide et eau. Au niveau des savoir-faire, on va donc mettre en évidence expérimentalement que la glace, la neige, la pluie et l'eau liquide sont toutes constituées de la même matière, de l'eau. Une condition nécessaire pour faire fondre un glaçon, pour faire geler de l'eau. Mettre en évidence aussi le passage de la glace à l'eau liquide et inversement. Et mettre en évidence la variation de l'espace occupé par l'eau lorsqu'elle gèle et qu'elle dégèle. Savoir-faire suivant, ça sera relier la présence de certaines formes de l'eau à la température qu'il fait. Également, relier les changements d'état de l'eau dans l'environnement à la variation de température. Ça, c'est donc pour tous les attendus de la page numéro 3 au niveau de la matière. La page numéro 4 du champ la matière, on est dans la rubrique spécifique 2.1.5, identifier que l'air est une matière. Donc, page précédente, on était sur l'eau, ici on est sur l'air. Premier savoir, c'est percevoir la présence de l'air pour identifier que l'air est de la matière. Identifier que l'air peut se déplacer,
faire tourner ou déplacer des objets. Le vocabulaire qui correspond, utiliser les termes gaz et air. Pour le savoir-faire, on demandera aux enfants de mettre en évidence expérimentalement l'existence de l'air. Ça, c'était donc pour la 4e page de la matière. À présent, la 5e et dernière page du champ La matière. Sur cette page de gauche, on trouve donc une rubrique spécifique qui s'appelle 2.1.6, identifier les caractéristiques des états de la matière. Un premier savoir, dont voici les attendus. Identifier que la matière possède une masse et qu'elle occupe de l'espace. Identifier que la matière peut être solide, liquide ou gazeuse. Préciser que les liquides se distinguent des solides par leur variabilité de forme lorsqu'on les transvase. Un deuxième savoir, là on va travailler sur la fusion, solidification, et donc préciser que pour que l'eau change d'état, il faut la chauffer ou la refroidir. Au niveau du vocabulaire, les enfants vont donc utiliser les termes température, solide, liquide, gaz, air, eau. L'occasion également de faire le focus sur le FLESCO. Donc là, on se rend compte que le solide, le terme solide, a une signification différente en mathématiques de la discipline sciences. Donc là, un même mot, en fonction du contexte, possède des significations différentes. Donc un petit focus aussi sur FLESCO. Au niveau du savoir-faire, là on en a deux. Dans le premier, voici les attendus. Observer des solides donnés dans le but de les caractériser. Exemple, ne change pas de forme lorsqu'on le transvase, dur, cassant, pliable. Observer des liquides donnés dans le but de les caractériser. Change de forme lorsqu'on le transvase, surface horizontale, s'écoule plus ou moins vite. Le deuxième savoir-faire, là on va comparer des liquides et des solides pour dégager des similitudes et ou des différences. Et enfin, le dernier attendu, classer des matières en matière solide ou en matière liquide et justifier le choix. Entrons à présent dans le dernier champ, le champ numéro 3, l'énergie. Là, c'est à partir de la page 170. De nouveau, même structure, une introduction, un tableau de compétences, une activité de mise en lien. Et là, on a deux rubriques. Donc, la première, c'est les mouvements et déformations des objets. Et la deuxième, les appareils électriques. Toujours un tableau de continuité pour le champ de l'énergie également. Donc ici, dans ce tableau, on voit la répartition des apprentissages de P1 à P6. Les concepts, donc si je prends le premier concept, qu'est-ce qui se cache derrière force et pression? Eh bien, j'ai en P1 les mouvements et déformations des objets. En P2, P3, rien. En P4, les forces et l'appareil locomoteur. En P5, j'aurai les mouvements de la Terre autour du Soleil. Pour l'électricité, rien en P1. En P2, les appareils électriques. Et puis je retravaille ce concept en P5 avec le circuit électrique. Pour le son et lumière, là je travaille uniquement en P3, le son et la lumière et leur perception. Pour les sources, formes et transformations d'énergie, je vais travailler uniquement en P6. Donc voilà, toujours cette répartition. Tous les concepts ne sont pas activés chaque année dans le but d'une meilleure répartition sur le cursus scolaire des élèves. Ici de nouveau, donc on voit l'évolution des contenus d'apprentissage de la maternelle à la 4e primaire. Donc ce tableau permet de situer les apprentissages en cours par rapport à ce qui s'est passé avant et à ce qui se passera après. Donc première colonne, qu'est-ce qu'on a travaillé en maternelle? Au milieu, voilà ce que je travaille maintenant en P1, P2. Et puis qu'est-ce que ça deviendra en P3, P4? Le tableau de compétences du champ de l'énergie. Et donc là, on voit qu'on a deux compétences, la C7, la C8, et que la C7 est illustrée via une activité de mise en lien, puisque nous trouvons ici le petit pictogramme. Et voici la double page qui illustre justement comment travailler cette compétence numéro 7. Donc quelques pistes pour vous aider à développer cette compétence avec les élèves. Première page de gauche du champ de l'énergie. Donc là, on va voir que les contenus d'apprentissage sont nettement restreints par rapport aux deux champs précédents. Nous n'avons que 2 pages. Donc 2 pages de gauche. Première page de gauche ici. Donc nous sommes dans les mouvements et déformations des objets. La rubrique spécifique s'appelle 3.1.1 « Expérimenter les différentes actions possibles sur un objet ». Et donc là, au niveau des savoirs, on va demander aux enfants de pouvoir citer des exemples où des objets sont tirés, poussés ou déformés par quelqu'un ou par un autre objet. Le deuxième savoir, on va travailler sur les aimants. Et donc là, c'est préciser que l'aimant attire certains objets métalliques sans les toucher. Les actions des forces par contact et à distance.
les enfants vont devoir proposer différentes façons d'agir sur un objet, le pousser, le tirer, appuyer, attirer, porter. Le vocabulaire qui correspond à tout ça, les enfants vont utiliser les termes pousser, tirer, appuyer, porter, déplacer, changer la forme. Et enfin, un savoir-faire, utiliser un aimant pour récupérer certains objets métalliques mélangés à d'autres, pousser ou tirer un objet de manière à ce qu'il effectue un certain mouvement, exemple avec un aimant avec la main en soufflant, et puis changer la forme d'un objet. La deuxième et dernière page de gauche du champ d'énergie, là on est dans les appareils électriques, identifier et analyser les effets de l'énergie électrique. Le premier savoir, c'est donc identifier et nommer quelques appareils qui fonctionnent grâce à l'électricité. On va travailler sur les piles et batteries, préciser que les piles-batteries permettent le fonctionnement d'un appareil électrique, préciser que les piles-batteries sont nocives pour l'environnement et qu'elles doivent être recyclées. La transformation d'énergie électrique en énergie mécanique, énergie thermique ou énergie lumineuse. Donc les enfants vont devoir identifier que l'électricité peut produire un mouvement, de la chaleur et ou de la lumière. Le vocabulaire qui correspond à tout ça, c'est utiliser les termes électricité, température, lumière, mouvement, lampe, fil électrique, pile batterie, interrupteur, chaleur. Les deux savoir-faire, c'est observer des effets obtenus lors du fonctionnement d'objets électriques, production de lumière, de mouvement, de chaleur. Le dernier savoir-faire, observer les éléments nécessaires pour allumer une lampe dans un circuit électrique simple, pile batterie, fil électrique et lampe. Voilà donc pour tous les contenus d'apprentissage du champ de l'énergie. À présent que vous avez découvert tous les contenus d'apprentissage que vous devez travailler avec vos élèves, donc en termes de savoir, savoir-faire et compétences, voici quelques outils pour vous aider dans votre pratique quotidienne de classe. Tout d'abord, cette table de correspondance qui est déposée sur la salle des profs, donc vous trouvez cet outil-là directement téléchargeable sur la salle des profs. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette table de correspondance? On fait en fait le parallèle entre les contenus de l'ancien programme et du nouveau programme. Donc, dans la première colonne, vous voyez l'ancien programme d'éveil. Dans ce programme d'éveil, vous aviez une partie appelée « Initiation scientifique ». Alors, dans cette première colonne, donc vous voyez par exemple le premier bandeau, 1, les êtres vivants. Dorénavant, ça s'appelle les vivants tout court. Dans cette colonne, vous remarquez qu'il y a des lignes écrites en rouge. Quand c'est écrit en rouge, ça veut dire que ça ne doit plus être travaillé en P1, P2. Bien souvent, les contenus sont dorénavant travaillés en P3, P4. Les contenus qui sont écrits en noir sont toujours bien travaillés en P1, P2 et on vous dit où ça se trouve dans le nouveau programme. Donc à chaque fois, dans la dernière petite case, vous avez la référence. Où est-ce que ça se trouve dans le nouveau programme? Voilà pour la première colonne. La deuxième colonne, donc nouveau programme de sciences, on ne dit plus éveil, on ne dit plus initiation scientifique, on dit sciences. Et dans cette colonne, vous avez donc tous les intitulés qui sont travaillés. Et lorsque vous avez une ligne en bleu, ça veut dire que c'est un nouveau contenu d'apprentissage. Donc c'est nouveau par rapport à l'ancien programme. Donc en bleu, vous voyez les nouveautés. Dans la première colonne, en rouge, ce qui n'est plus à travailler en P1, P2. La suite de la table de correspondance, ici on a donc l'énergie. Alors dans l'ancien programme, l'énergie est en deuxième position. Maintenant dans le nouveau programme, c'est en troisième position. Dans la première colonne, vous voyez la ligne en rouge, la lumière et le son. Et donc ça, c'est un contenu qui est travaillé dorénavant en P3, P4 et plus en P1, P2. Pour le reste, circuit électrique, on le travaille toujours bien en P1, P2 et donc on vous dit à quel endroit du programme ça se trouve, de même que les forces. Pour le champ suivant, la matière, donc ici, dans l'ancien programme, c'était en troisième position, maintenant c'est en deuxième position. Donc dans l'ancien programme, voilà, tout ce qui était travaillé dans la matière est toujours bien travaillé dans le nouveau programme et on vous donne donc la référence pour vous expliquer où ça se trouve dans le nouveau programme. Nous avions dans l'ancien programme une partie qui s'appelait l'air, l'eau, le sol. Dorénavant, l'air, l'eau, le sol n'est plus une partie à part entière. L'air, l'eau, le sol fait partie de la matière. Donc l'air, l'eau, le sol, tous les contenus en grande partie sont travaillés dans le nouveau programme, mais sous un autre intitulé, sous le champ la matière. Alors qu'est-ce qui n'est plus travaillé dans l'air, l'eau, le sol dans le nouveau programme? Eh bien c'est le cycle de l'eau. Donc c'est en rouge, ce n'est plus à travailler en P1, P2, mais dorénavant ça sera en P3, P4. Et dans la deuxième colonne, donc le nouveau programme, nous avons également
2 lignes ici en bleu. Ça veut dire que nous avons des nouveaux contenus d'apprentissage. Donc on a caractérisé les situations météorologiques au fil des saisons et utilisé des instruments météorologiques. Donc c'était deux parties qui n'étaient pas travaillées dans l'ancien programme. Ici, dans la table de correspondance, on voit 2 champs qui ne sont plus travaillés en primaire. Donc l'environnement, dorénavant, est travaillé de façon transversale. On peut voir que l'environnement est activé dans, par exemple, les vivants dans la compétence 3 et dans la compétence 5, de même que dans l'énergie dans la compétence 8. On retrouve donc une grande partie de ces contenus-là, mais travaillés vraiment en prenant appui sur d'autres champs. Et alors, l'histoire de la vie et des sciences, formation de l'univers, n'est plus travaillée en P1, P2. Ça n'apparaît plus. Voici un autre outil que vous trouverez sur le site internet La Salle des Profs. Il s'agit de la liste de compétences. La liste de compétences, en fait, reprend tous les contenus des pages de gauche. Donc, c'est une compilation des contenus des pages de gauche. Donc, ce qui veut dire qu'au sein d'un même document, donc vous avez en général, en fonction de la discipline, 8 ou 9 pages. Et donc, dans ce document, eh bien, vous avez réuni tout le contenu du programme. Vous trouverez des listes de compétences par discipline. Ici, bien sûr, je vous montre le visuel de la liste de compétences de sciences. Et donc, on trouve tout d'abord les compétences, les savoirs, les savoir-faire. Et parallèlement à tous ces intitulés, vous trouvez des colonnes pour noter des dates d'activité. Alors, on vous propose plusieurs utilisations possibles, mais à vous de vous l'approprier. Donc, moi, souvent, je conseille d'imprimer ce document, de le placer en début de journal de classe. Et comme ça, vous pouvez vous dire, tiens, tel savoir, je l'ai travaillé à telle date et je note la date. Voilà, ça c'est la date à laquelle j'ai travaillé ce savoir. Au fil du temps, vous voyez, donc ça j'ai déjà travaillé 3 fois, ça 5 fois, etc. Donc vous avez tout de suite, en un clin d'œil, vous avez l'état des lieux de ce qui a déjà été travaillé, de ce qui n'a pas encore été travaillé. Vous pouvez aussi vous en servir pour planifier votre travail. Donc je me dis, tiens, je note au crayon, je prévois que telle semaine, je vais travailler ce savoir-faire-ci, etc. Donc je planifie aussi mon travail. Autre utilité possible de cette liste de compétences, c'est de pouvoir noter par exemple le nom des enfants pour lesquels vous remarquez que le savoir-faire n'est pas encore acquis. Vous dites, tiens, j'ai déjà travaillé 5 fois le savoir-faire, j'ai encore 3 enfants qui maîtrisent vraiment pas du tout, eh bien je note leur nom parce que je sais que je vais prévoir une remédiation pour ces enfants-là. Donc voilà quelques exemples d'utilisation de cette liste de compétences, mais à vous bien sûr de vous approprier le document, de le modifier comme vous le souhaitez, puisqu'il est en version Word également sur le site internet Salle des Profs. L'interdisciplinarité de la discipline sciences. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en prenant appui sur les sciences, on peut faire des liens vers d'autres disciplines. Donc ici sur la droite, vous voyez quelques captures d'écran issues du programme de P1, P2, et donc on y voit concrètement des exemples où on fait des liens vers d'autres disciplines. Donc à chaque fois, vous trouverez les disciplines concernées entre crochets. Donc chaque discipline a sa couleur et ses petites initiales. Et donc ici, vous trouvez quelques exemples où on fait des liens avec français, avec FMTT. Donc ici, avec quelle discipline on peut faire des liens? Avec le français, les mathématiques, la formation manuelle technique technologique qu'on appelle FMTT, l'éducation culturelle artistique, ECA, l'éducation physique et à la santé, EPS, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, EPC, et avec l'éducation relative à l'environnement, l'ERE. Donc voilà vraiment les sciences, il y a des ponts très très faciles à faire avec d'autres disciplines. Pour terminer, je vous propose quelques sites internet qui peuvent vous aider à construire vos activités d'apprentissage. Attention toutefois de vérifier si les contenus proposés sur ces sites correspondent aux attendus de P1, P2 qui sont présentés dans le programme. Certains sites vont au-delà et donc c'est à vous à sélectionner ce qui correspond à P1, P2. Un premier site, l'ASBL Hypothèse, c'est situé à Liège. Sur ce site internet, vous allez trouver une partie qui s'appelle Fiches activités. Et donc là, n'hésitez pas à aller télécharger les fiches d'activité pour pouvoir trouver de l'inspiration pour construire vos propres séquences d'apprentissage. L'ASBL a un deuxième site qui s'appelle sciencesencadence.be et sur ce site, vous allez trouver des dossiers thématiques. Et donc, n'hésitez pas à les télécharger. L'ASBL Hypothèse propose aussi des formations pour les enseignants. Donc, vous allez vivre les mêmes activités que les élèves que vous pourrez ensuite transférer dans vos classes. Donc, n'hésitez pas non plus à consulter ce site pour peut-être vous inscrire à leur formation.
Une deuxième ressource, ce sont les pistes didactiques 2015 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc chaque année, en début de P3, en début de P5, il y a la passation des épreuves externes non certificatives. Une année le français, une année les maths, une année l'éveil. Et donc là, en 2015, c'était sur les sciences. Suite à la passation de ces épreuves, on doit encoder les résultats des élèves, envoyer vers la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, en retour, donne aux écoles des pistes didactiques. Alors, ces pistes didactiques, donc ces recommandations, ces conseils, concernent bien sûr P3, P4, mais il y a une partie qui parle de la démarche d'investigation. Et donc, pour pouvoir avoir aussi des ressources au niveau de la démarche d'investigation, je vous invite à aller sur le site télécharger ces pistes didactiques pour uniquement regarder la partie démarche d'investigation. Alors, les directions d'école reçoivent aussi ces pistes en version papier et donc peut-être demander à votre direction qui probablement a dans son bureau les versions papier. Vous avez un autre site internet qui s'appelle empreinte.be où là, vous allez aussi trouver de l'inspiration pour construire vos séquences d'apprentissage. Ici, sur ces sites comme empreinte.be, découverte.be et lecrierdemoucron.be, vous allez trouver aussi des possibilités d'inscription à des ateliers. Donc là, si vous souhaitez inscrire vos élèves, vous pouvez aller faire appel aux ASBL qui viendront alors en école ou parfois vous allez sur place chez eux. Donc voilà de quoi également vous aider. Et sur le site internet du Crier de Moucron, donc là, il n'y a pas que des ateliers proposés, il y a aussi une partie ressources. Donc vraiment en scrutant leur site internet, vous trouverez une partie où on peut télécharger des ressources également. Tout ce que je vous ai cité jusque-là, c'était belge. Maintenant, on passe sur le côté français. Et donc là, c'est la fondation La Main à la Pâte. Et donc là aussi, vous trouverez des fiches d'activité sur le site. De même que sur le site eduscoleducation.fr, également des ressources intéressantes. Je mentionne également le site Un jour une question, donc la chaîne YouTube que j'ai mentionnée tout à l'heure pour être un chouette point de départ pour susciter le questionnement auprès des élèves. Donc voilà les références de la chaîne YouTube. Et il y a bien sûr plein d'autres ressources probablement qui existent. Mais en tout cas, moi ici, je vous ai donné juste quelques exemples. C'est ici que se termine la présentation du programme de sciences P1, P2. N'hésitez pas à revenir vers moi lorsque vous aurez des questions. Donc que ce soit maintenant, dans un mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. N'hésitez pas. Donc mon adresse mail c'est catherine.hubinon@cegec.be. En attendant, je vous remercie en tout cas de votre attention, malgré que c'était à distance, via vidéo interposée, et je vous souhaite une belle découverte de ce programme.